Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Carré Politique. Le Bénin tient depuis mercredi 22 février 2023 son nouveau directeur général de l'Agence nationale de l'identification des personnes. Le gouvernement a décidé en conseil des ministres de confier cette agence au Rwandais Pascal Nyamolinda, l'ex-maire de Kigali. Ce choix du président Patrice Talon, qui, faut-il le rappeler, avait déjà décrié en avril 2016, alors qu'il était en visite en France, le désert de compétences dans son pays a aussitôt suscité une série de réactions dans le rang des Béninois. Ces derniers, depuis l'annonce de la nouvelle, continuent de s'interroger sur l'appel répété à des compétences extérieures et l'usage, et sur l'usage, j'allais dire, qui est fait des compétences internes dans le pays. Nous consacrons essentiellement ce numéro de Carré Politique à cette actualité qui passe mal sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique. Avec moi en plateau pour en débattre, Marcel Zoumeni, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Bonjour. Bonjour Paul, bonjour internautes publics. Second invité sur ce plateau, Alphonse Moïse Soudé, journaliste et analyste politique. Bonjour. Bonjour à vous Paul, bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de commencer par vous, après l'ANAT, la SBE, une énième nomination d'un expatrié à la tête d'une structure étatique au Bénin. Est-ce, selon vous, un remède, j'allais dire, au désert de compétences que Patrice Talon a décrié en 2016, ou un fait qui vient tout simplement en déshonneur au Béninois lambda? Non, moi je n'ai jamais apprécié cette expression de désert de compétences. Nous avons des compétences. Allez dans les ministères, il y a des gens qui sont bien formés, qui savent faire le travail, mais étant donné qu'ils ne sont pas du bon côté, parce qu'au-delà de tout, même si on veut promouvoir les compétences, il faut forcément être du bon côté. Si le chef de l'État n'a pas confiance en vous, il ne peut pas vous nommer, parce que le DG pour le chef de l'État, c'est celui qui est disponible. Maintenant, bon, je ne dis contre les expatriés, parce qu'à l'extérieur, nos compatriotes sont nommés des postes de responsabilité. Mais ce qui me met mal à l'aise, c'est que l'on puisse confier des postes stratégiques à des expatriés. Quand nous prenons la vie privée, la vie de tous les Béninois se trouve là-bas. Et pourquoi c'est à un expatrié pour confier ça? C'est important pour moi. Quand on a confié le port à un expatrié, quand on a confié la SBE à un expatrié, ils sont partis. On ne nous a pas dit les raisons pour lesquelles cela a été débarqué. Voilà une autre difficulté que j'ai avec le gouvernement. Vous faites venir des expatriés, vous les payez à coups de millions, ils sont bien logés, et puis ils partent, du jour au lendemain, on a appris qu'on les a dégagés. Mais pourquoi on les a dégagés? N'ont-ils pas respecté le contrat de départ? Mais avec la NIP, c'est un peu sensible, parce que vous savez que la NIP, c'est les données personnelles de chaque Béninois, de vous et moi. C'est-à-dire que quand on va sur votre nom, on sait qui vous êtes, qui est votre père, vous êtes né, qu'est-ce que vous faites comme travail. Donc, remettre ce fichier important entre les mains d'un expatrié, moi, ça me pose un problème. J'ai entendu des compatriotes dire que ce n'est pas le DG qui manipule les données. J'ai dit, c'est faux. Ceux-là, ils ne réfléchissent pas. Parce que le DG, si celui-là, il appelle ses collaborateurs, il donne des consignes, le collaborateur a l'obligation. Sinon, on va lui appliquer la loi sur l'embauche, on le fout dehors tranquillement. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font quoi, c'est que les Béninois soient inquiets. Et quand vous réfléchissez un peu plus loin, il y a 2016 qui s'annonce. Vous savez que c'est la NAT qui met à la disposition la NIP qui met à la disposition de la Sénat, la liste électorale. Et vous savez très bien qu'en 2006, nous avons les élections générales. Celui qui remporte la première élection remporte toutes les autres. Donc, il y a que cette réalité-là, on ne peut pas le mettre de côté, parce que est-ce que celui qui était là a mal fait le travail que nous nous projetons? Il faudrait qu'on ait quand même l'obligation morale d'expliquer aux compatriotes les raisons pour lesquelles on a débarqué notre compatriote pour faire venir un Rwandais. Vous savez très bien quelle idée nous les Béninois nous avons du Rwanda, quelle idée nous les Béninois nous avons de Paul Kagame, de sa gestion du peuple rwandais. Quand on arrive là, il y a des raisons qu'on se pose des questions pour dire pourquoi précisément là aujourd'hui, à 3 ans des élections générales, on débarque un compatriote qui a brillamment fait le travail
Je ne sais pas si on le conditionne, c'est vrai qu'il y a des ratés qu'on peut corriger. Maintenant, on a fait venir un Rwandais en plus. Donc, si ça n'avait mieux Togolais, on avait mieux Ivoirien, je suis sûr que la réaction des Béninois aurait été autre. Mais maintenant, Rwandais, précisément Rwandais, c'est ça qui chagrine un peu, qui pose problème. Marcel Zoumenou, avant Pascal Nyamolonga, il y a quand même eu à la tête, par exemple, de l'ANAT, un autre Rwandais, à la SBO, c'est une société canadienne qui gère cette société-là de l'État béninois. On est à se demander est-ce que les compétences et les profils techniques sont-elles devenus si rares et si inexistants au Bénin au point où on fasse appel à des compétences extérieures? Non, c'est pas vrai. Et vous savez, notre pays a une tradition, a une histoire qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans la sphère, dans l'environnement africain, quand vous sortez du Bénin, vous dites que vous êtes béninois, vous êtes très respecté parce que depuis toujours, le Bénin a excellé dans le domaine intellectuel à travers le monde, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Quand vous voyez les Béninois, quand ils sortent d'ici, ils sont de très bons cadres. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même dans les pays africains, vous allez voir des cadres béninois qui sont très brillants, qui sont à des postes stratégiques de responsabilité. Donc, pour dire la même chose que Alphonse Maurice Soudé, il n'y a jamais eu de dizaine de compétences. Pour moi, c'était un discours politique de quelqu'un qui avait un objectif, un autre objectif que celui d'utiliser les compétences pour en faire le développement. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de compétences, ce qu'il y a dans notre pays aujourd'hui, c'est que d'abord, il y a une politisation de l'intelligentsia béninoise. Il y a une politisation, ça veut dire de quoi? Il y a les vrais et les bons intellectuels, quand vous les mettez à des postes de responsabilité, quand vous voulez leur imposer des choses qui ne font pas partie de leur science, ils vous refusent. Et ces gens de monsieur, quand on les nomme ici, il y a des injonctions qui sont contraires un peu ce qu'ils ont appris, ils vont s'y opposer. Et donc pour cela, on n'a pas forcément besoin de ce type. On a besoin forcément des cadres à qui on peut donner des ordres, même si c'est contraire à la déontologie de sa profession, ils vont accepter. Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qu'on a, c'est que le Bénin n'a pas lancé, n'a pas fait un rappel de la troupe, comme on le dit. Au temps de la Révolution, à un moment donné, le président Kéliko avait dit les cadres béninois, il était même lui-même allé en campagne, les cadres béninois qui sont à des postes de responsabilité. Revenez pour vous occuper du développement de votre pays. Et je me rappelle que dans la période, un monsieur comme Guy Landré Azmen qui parlait difficilement une seule langue d'ici, quand il parle, tu vas croire que c'est un Français qui est né en France et qui est devenu ministre des Affaires étrangères, quelqu'un ne l'a jamais connu avant de devenir ministre des Affaires étrangères. Et donc, si vous regardez aujourd'hui, à un moment donné, le Bénin envoie tous les étudiants les plus brillants, en tout cas ceux qui les meilleurs au bac au Canada, sur des années on a envoyé. Est-ce que le Bénin lui-même a fait un inventaire de ce que ceux-là qu'on a envoyés, à qui on a donné des bourses ou bien qui ont eu des bourses canadiennes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Beaucoup travaillent, sûrement pour le gouvernement canadien ou peut-être pour d'autres institutions internationales, sans que leur pays ne demande à ce qu'ils viennent servir leur pays. Qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui l'État béninois fasse cet inventaire-là pour voir le Sénégal a un fichier de tous les cadres sénégalais qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur à des postes de responsabilité. Et c'est ce qui fait que chaque fois qu'il y a des postes de responsabilité à aller chercher à l'extérieur, les Sénégalais sont très compétitifs dans ce domaine. Ils sont connus pour ça. C'est parce qu'ils ont un inventaire, ils savent le profil et ils savent que quand on a besoin de tel poste, on peut positionner tel fils du pays. Ça, c'est un travail à faire. Mais au-delà de ce travail, moi je crois que positionner des Rwandais, positionner des Belges, positionner des Français, positionner des Sénégalais, positionner des Serbes à la tête de notre pays, moi je trouve que c'est une option dangereuse, une option politique qui n'est pas du tout rentable. Et je m'explique. D'abord, sur le plan de la notion de l'emploi. Vous savez que
les postes de responsabilité, quelqu'un qui a un grand poste de responsabilité, il a forcément quelques marges de manœuvre. Il peut entraîner d'autres petits, soit de sa famille ou bien des gens de connaissance. Quand par exemple le DG, bon, il a la latitude de nommer quelques personnes autour de lui, de son petit staff. Ça veut dire que si nous confions des postes stratégiques des sociétés et agences d'État à des étrangers, nous, je parle du gouvernement, nous, le gouvernement qui disons nous voulons lutter contre l'emploi, en réalité, on n'a pas ce souci parce que ces gens-là, ils ne connaissent personne ici. Donc, peut-être même leurs chauffeurs seront des Blancs comme eux, ou bien des Sénégalais comme eux, ou bien des Rwandais comme eux. Et donc, nous ne contribuons pas à la promotion de l'emploi béninois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est que ça inquiète parce que, à la limite, on se demande si le chef d'État ne veut plus travailler avec les Béninois. C'est l'impression que ça donne de moins en moins parce que si vous regardez très bien les sociétés à la tête desquelles les étrangers sont nommés, c'est les plus grandes sociétés stratégiques. Je parle du port. On dit tout le monde de l'économie nationale. Oui, bien sûr. On dit ANIP, l'état civil. Et là, je vais revenir tout à l'heure sur les options sécuritaires. Et quand vous regardez les autres sociétés, quand vous regardez SVE qui donne les sociétés, quand vous regardez la société SMIN qui est l'opérateur national en matière de télécommunications, géré par les Sénégalais. Moi, dans mes études, on m'a toujours cité les domaines de souveraineté d'un État, on m'a toujours dit l'eau, l'électricité, la communication, la sécurité, la santé et l'état civil. Donc, tous ceux-là dont on parle là, ça concerne ces domaines-là. Ça concerne la fourniture d'électricité, ça concerne la communication, ça veut dire que notre communication est confiée à des étrangers, ça concerne l'état civil, et je crois que Alphonse Moïse Soudé a assez développé les aspects sur l'état civil. L'état civil, c'est la vie de chacun de nous. L'état civil, c'est la sécurité du pays. Et donc, confier cela à des étrangers, c'est à la fois une méprise pour les cadres, mais c'est un manque de confiance. Le chef d'État est en train de dire, le message le plus important qu'il envoie, c'est qu'il n'a pas confiance au Béninois. Mais il avait déjà rappelé, souvenez-vous, Alphonse Moïse Soudé en 2016, Patrice Talon, alors qu'il était en visite en France, avait décrié le désir de compétence. Il avait même notifié son ambition de faire le miracle à la fin de son mandat. Certainement parce qu'il a fait le constat de ce que, au Bénin, nous manquons de manière très criarde de compétences pour le conduire à ces résultats. Ce confrère ne dit plus jamais ça. Ne dit plus jamais ça. Lui, il est dans un schéma politique. Il nous a préparé psychologiquement très bien des expatriés. La preuve, après ça, la loi portant régime général de collaborateurs extérieurs, on l'a voté tranquillement. Et c'était sous notre adjoint Boudi, qui est un homme de droit, qui sait qu'on envoie nos enfants à l'école. Pourquoi? Pour venir serrer les chaussures. Non, on ne peut pas me dire. Le ministre vous parti disait au médecin la dernière fois que ce n'est pas la peine de quitter son pays pour aller à l'extérieur. Si je suis spécialiste dans le domaine et que je fais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans mon pays, on ne passe pas à ma promotion, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'extérieur. On a des compétences. C'est que les compétences béninoises ne sont pas facilement manipulables. On constate que quand tu mets un Béninois là, qu'il est intègre, tu ne peux pas lui demander l'impossible. Vous mettez un bon Béninois à la NIP, vous voulez faire les élections, vous lui demandez de manipuler la liste, il vous dit niet, il vous dit niet. Et dès qu'il vous dit niet, c'est que l'information est dehors. Mais un expatrié avec qui vous avez un contrat, il a l'obligation de réserve. Donc il y a des postes auxquels on ne peut pas manipuler des Béninois. Il y a des Béninois qui sont très bons, très corrects, qui travaillent bien, mais ne leur demandez pas l'impossible parce qu'ils ne sont pas là pour le pécule, mais ils sont là pour faire valoir leurs compétences. Mais ceux-là, on n'a pas besoin d'eux. Vous pensez que le Rwanda peut se lever, s'opposer à un autre pour lui donner le chef de l'État et vous donnez le pillage de l'homme de quelqu'un d'autre. Donc je dis, il faut rappeler la troupe. Nous avons des compétences. Vous allez dans les ministères, vous allez voir des gens qui sont bons, mais qui ne sont jamais utilisés parce que on n'a pas besoin d'eux, on ne veut pas d'eux. Ils ne sont pas dociles. On a besoin de Béninois dociles, c'est-à-dire, comme on dit à son chien, coucher, debout, c'est comme ça. C'est ça tout le monde. Est-ce que ce n'est pas réducteur, Alphonse Moïse Soudé? Ce n'est pas réducteur. C'est pas réducteur. Moi, écoutez, j'en connais plein. Dans la région béninoise, des gens qui ont été formés à l'extérieur. Ça fait aujourd'hui que il y a certains parents qui disent à leurs enfants,
vous finissez vos études là-bas, Si vous trouvez, si vous trouvez boulot, restez là-bas, ne venez pas. Parce que si vous venez ici, ce n'est pas évident. Que vous soyez payé à la hauteur allez dans la banlieue française. de vos Les compétences. spécialistes en médecine, les sciences béninois, ils sont là-bas. Pourquoi ils ne sont pas venus travailler chez eux? Il y a certains qui ont été même formés aux frais de l'État qui ne sont pas revenus parce que, étant donné qu'ils sont revenus une fois, ils sont restés là pendant des années, on ne les a pas recrutés. Donc je dis, nous avons des compétences. C'est parce que ces compétences-là ne répondent pas aux aspirations. C'est un problème politique, hein? C'est un problème politique. Parce que on devrait avoir un fichier de toutes les compétences au niveau national par l'extérieur. Les Sénégalais, moi j'ai vécu là. On ne confie pas n'importe quel chose aux étrangers, hein. Attention. C'est la souveraineté. Vous voyez par exemple à Abidjan, tu ne peux pas être étranger venir acheter parcelle à Abidjan. Tu fais un bail, tu finis, tu t'en vas, tu laisses ça appartient à l'Ivoirien. C'est pas comme ça. Donc il faut que le chef de l'État, lui seul, il sait ce qu'il recherche, mais on ne peut pas tout le temps. C'est une insulte. Et au Conseil des ministres, là où on a nommé le Rwandais, il y a des ministres qui sont bons, mais qui ont laissé faire. Et j'ai dit, si on ne sait pas faire, on va se lever le matin. Vous allez voir la tête de la police républicaine, un expatrié. Vous allez voir la tête de l'OET, un expatrié. Vous allez voir la tête de notre structure de santé, un expatrié. On ne peut pas le dire, parce que l'Assemblée nationale en 2017 a donné la possibilité au chef de le faire comme ça, de ne pas tenir compte de compétences. Non, c'est impossible. Les Béninois ont raison, parce que la NIP, ce n'est pas, attention, c'est comme si vous remettez votre maison, votre famille à un expatrié pour venir gérer. Il en fait ce qu'il veut. Parce que c'est des données propres à chaque Béninois que nous devions sauvegarder. Maintenant, quel intérêt on a à remettre la NIP entre les mains d'un expatrié? Pourquoi n'a-t-il pas... Je suppose que dans le domaine de la gestion de ces fichiers-là, on n'a pas de spécialistes. Le Bénin n'a-t-il pas les moyens d'envoyer ses fils en formation? Pourquoi on ne peut pas dire, bon, vous, membres de la NIP, on vous envoie au Rwanda, vous faire former, vous allez acquérir la science pour venir gérer. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi on ne peut pas envoyer un spécialiste béninois être formé pour venir gérer la SD2E? Le service informatique de la douane, vous savez que c'est pas un Rwandais qui dirige le service informatique de la douane. Vous savez ce que ça veut dire pour l'économie béninoise? Et c'est le DGA. Oui, vous savez ce que ça veut dire pour l'économie béninoise, a dit que toutes les opérations financières faites par la douane se trouvent dans ce fichier-là. Et on remet ça entre les mains d'un expatrié. Le DGA de la douane, c'est un expatrié. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que dans tout ce Bénin-là, on n'a pas trouvé des Béninois capables. Mais s'il n'y en a pas, recyclez-les. Parce qu'à cet âge-là, les jeunes n'ont plus envie. Mais moi, j'ai pas envie de dire, monsieur, vous êtes là, vous étudiez tout le temps. Mais pourtant, quand on vient nommer des gens, voilà, des grands postes, l'État fait venir des expatriés. Est-ce que ça nous donne envie, nous, de faire les études? Parce que si ça continue comme ça, nous, on est ici, ils ont envoyé le fils aller étudier à l'extérieur, ces fils-là reviennent un beau jour pour nous utiliser. Donc, il va falloir que les Béninois comprennent. On n'est pas contre qui que ce soit. Mais j'ai vu des cadres supérieurs de l'État béninois soutenir ça. C'est dangereux. Peut-être que ces cadres-là ont raison, puisqu'il y a d'autres Béninois qui sont également appelés à leur poste dans d'autres pays. Nous avons vu Rekia Madougou au Togo. Oui, la des Togolais. Bien sûr, mais ça n'a pas empêché le gouvernement togolais de se bénéficier des compétences de Rekia Madougou. La main sur Madougou aussi. Vous avez vu comment les Togolais se sont réjouis? Vous avez vu comment les Togolais se sont réjouis? Parce qu'ils ont voulu faire partie de cette dame-là. Mais je dis, c'est pas qu'on est contre la nomination, hein, mais il y a des postes stratégiques où on ne peut pas remettre ces postes-là entre les mains des expatriés. Parce que la NIP, vous avez quand on a parlé de SBE, bon, avec Paradis, on n'a pas trop parlé. Mais quand c'est à NIP maintenant, où chacun a sa vie privée entre les mains d'un expatrié, ça pose un problème moral à tous les Béninois. Ça pose un problème moral. Donc je voudrais que le gouvernement, on dit, bon, vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Mais ça peut se retourner contre le Bénin. Ça peut se retourner contre le Bénin. Parce que c'est un seul fichier que quelqu'un peut emporter et faire de Béninois. On peut utiliser ce fichier-là, nous espionner tous. Parce que dans ce fichier, nous avons nos lieux d'habitation, nous avons nos numéros de téléphone, nous avons l'identité de nos parents. Donc, on peut nous espionner. Il faut faire attention. On peut faire venir des compétences. On peut garder l'ancien DG et dire peut-être son adjoint, c'est un expatrié
il y a une certaine espèce. Mais il a été appelé à d'autres fonctions, Cyril Boubedji. Il a été appelé à d'autres fonctions. C'est pour fabriquer la vérité. C'est pour fabriquer la vérité. Marcel Zoumenou, Alphonse Boïsoudé le rappelait dans son développement, il y a eu en 2017, je crois, le vote de la loi portant régime général des collaborateurs externes de l'État. Ce vote avait déjà suscité un tollé dans le rang des confédérations centrales syndicales. La CSTB a fait une sortie médiatique sur la nomination de Pascal Nyamouliba. Elle s'est dite scandalisée. Oui, c'est pas seulement la CSTB, je viens de dire tout à l'heure, une autre réaction venant d'une autre organisation, pas forcément syndicale, mais une organisation quand même. Et quand vous suivez les réactions sur les réseaux sociaux, vous constatez que la majorité des Béninois est vraiment surpris, vraiment scandalisée. Alors, cette loi a été votée par l'Assemblée la 8e législature, dirigée par la 7e législature, dirigée par Maître Adrien Mbegui. Oui, et malheureusement, c'est cette législature qui a voté la plupart des lois qui nous mettent en difficulté aujourd'hui. Et je crois que il faut que demain, tous ceux qui ont contribué au recul ou à la déchéance de notre système, ils puissent répondre. Moi je fais partie des gens qui pensent que notre système ne permet pas aux hommes politiques, ne permet pas la reddition des comptes des hommes politiques. Quelqu'un qui a été ministre, quelqu'un qui a été député pendant des années, quelqu'un qui a été président de l'Assemblée, quelqu'un qui a été même chef de l'État. Il faut que le système puisse permettre que ceux-là puissent rendre compte. Si on suppose que les actes qu'ils ont posés constituent des actes attentatoires au bien-être ou bien au développement du pays, il faut qu'ils puissent répondre. Et donc, moi, je pense que un monsieur comme Adrien Mbegui, qui était là, juriste de haut niveau, qui a le niveau pour comprendre que ces gens de loi devraient pouvoir causer des problèmes, avait la latitude d'arbitrer, de s'y opposer, d'arbitrer ou bien de donner. Mais les gens ont voté des choses comme des robots. Et puis voilà, nous sommes dans des problèmes ici. Et donc, moi je pense que au-delà des actes, il faut accuser aussi ceux qui ont permis à ce que ces actes soient posés. C'est-à-dire au-delà du chef de l'État qui est dans sa logique de choisir des collaborateurs sérieux, il faut aussi accuser ceux qui lui ont permis de faire ça. Et ceux qui lui ont permis de faire ça, en tête est Adrien Mbegui et tous les députés de la 7e législature. Et donc, pour moi, ça me donne l'impression que c'est un cocktail qui est en train d'être mis en place et dont l'objectif, c'est pas le développement. Moi, je continue de dire, il ne peut pas avoir de développement sans un minimum de nationalisme. Les pays qui se sont développés, regardez bien dans leur histoire, vous allez voir qu'à un moment donné, ils ont été un peu conservateurs, ils ont protégé leur propre pays. Aujourd'hui, le Nigeria, première puissance, qui est à côté de nous, il y a beaucoup de politiques pour conserver un certain nombre de choses, d'abord par rapport à leur monnaie, par rapport à leur cadre, par rapport à leur marché, parce qu'ils font 200 millions. Pourquoi ils ne nous permettent pas d'avoir du riz de l'autre côté depuis un certain moment? C'est pas parce qu'ils avaient forcément attaqué ça, c'est parce qu'ils ont décidé de faire une politique pour protéger leur marché. Et quand vous voulez vous développer, tous les pays qui se sont développés, regardez, les États-Unis ne permettent pas que tout entre là-bas. Et donc c'est comme ça. Si vous confiez tout à des étrangers, ça veut dire que votre pays est ouvert. Tout le monde peut venir faire ce qu'il veut ici. C'est pas une bonne option pour le développement. C'est pourquoi moi, je dis, c'est peut-être des options politiques, mais si on me dit que c'est des options de développement, moi j'en doute. Parce que, comme l'a dit Alphonse Boïsoudé, et Cyril Boubedji, qu'est-ce qu'il y a qu'il faut enlever? Est-ce qu'il y a combien de fautes graves? Est-ce qu'il faut enlever quelqu'un? Il faut que... c'est vrai que dans le fichier électoral, on a dit qu'il a bougé les centres de vote des gens, mais on peut il y a beaucoup de plaintes qui se font enregistrer bientôt depuis plusieurs mois déjà. Je suis d'accord qu'il y a des plaintes, mais je ne suis pas d'accord non plus que celui qui va venir là va régler les problèmes qu'on a à l'année. Vous savez pourquoi? Parce que lui m'inquiète même, sa situation m'inquiète. On a dit état civil. Vous savez, quelqu'un comme toi et moi, comme Alphonse, nous qui sommes nés ici, là, les noms béninois, là, à peu près on connaît. Sauf si c'est un nom bizarre, quelqu'un qui est né dans une région frontalière ou son nom bizarre. Quand on dit un nom à peu près béninois, qu'il soit du sud, en tout cas moi, j'ai fait la sociologie et j'ai fait beaucoup de travail sur ça. Quand je vois le nom des gens, je peux te dire tu es de telle région.
Mais lui qui est étranger, d'abord son nom même, c'est difficile pour nous de prononcer. Qu'est-ce qu'il enseigne? Il n'est même pas de notre sous-région même. C'est-à-dire que dit sous-région, c'est la zone ouest africaine, la réalité sociologique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui de plus en plus disent qu'il y a un intérêt politique, un intérêt non avoué derrière cette nomination ont raison. Parce que si on envoie peut-être 1 million de noms Igbo dans le fichier, lui, de son niveau là, il n'a pas la culture pour savoir que c'est des noms Igbo. Il n'a pas d'éléments pour savoir à peu près ce nom-là. Est-ce que c'est un nom béninois? C'est pas dans sa formation, mais il n'est pas de notre culture, de notre région pour anticiper sur ces choses. Et donc, pour moi, je continue de le dire, c'est qu'il doit y avoir d'autres intérêts derrière sa nomination qui ne sont pas forcément techniques. Alphonse Moïse Soudé, nous pense qu'il doit avoir d'autres intérêts qui ne sont jusque-là pas encore avoués. Oui. Les raisons techniques, et Marcel a déjà dit, moi, quand on dit Soudé, on peut dire que quelle raison il vient. Quand on dit que ça vient, mais quand il n'est pas béninois, c'est pas que il ne connaît pas notre culture, il ne connaît pas nos réalités. Et lui, on peut glisser dans le fichier. Parce que la raison fondamentale, c'est l'utilisation de la liste électorale. Ne nous trompons pas. Moi, j'ai dit et je répète, je peux me tromper. 2023, nous sommes à 3 ans des élections générales. Et les élections générales ont déjà commencé. On est déjà en train de mettre en place le système pour 2026. Et vous savez très bien qu'en 2026, le président Patrice Talon ne devrait plus se retrouver. Parce qu'on a dit, nous, ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Donc, il faut forcément qu'on choisisse un dauphin. Et nous avons toujours vu au Bénin, quand vous lisez la sociologie politique, les dauphins ne passent pas. Les dauphins n'ont jamais passé au Bénin. Jamais ça ne passe pas. Donc, aujourd'hui, il faut prendre les dispositions. Et tout ce qu'on peut faire avec toutes les critiques qu'on a portées, depuis RAVIP jusqu'à la liste électorale, il y a beaucoup de critiques. On a bougé les centres de vote la dernière fois, les gens n'ont pas pu voter. Écoutez, est-ce que le Rwandais, la Jari n'a pas prononcé non? Allez. C'est vrai qu'il va se reposer sur des 4. Il va se reposer sur des 4 de. Mais la décision finale lui revient. Qu'on dise que c'est pas lui qui manipule les fichiers, c'est faux. Il a devant lui son ordinateur. Il est spécialiste du domaine d'abord. Oui. Donc, forcément que, vous avez vu comment les élections se passent au Rwanda. Donc, c'est peut-être la même chose. Mais là, j'interpelle les partis politiques. Ils nous ont eu la subvention de l'État pour animer la vie politique. Ils doivent se poser sur ça. Oui. Forcément. Il fait beaucoup de bruit. Que ce soit l'opposition de la mouvance, les partis politiques doivent tempêter par rapport à ça. C'est capital. C'est le cas civil. On ne peut pas remettre ça entre les mains de l'État. Si on n'a pas d'autres idées derrière la tête, si on doit faire une analyse prospective, considérant la sensibilité de l'ANIP, quel est le problème fondamental que pose cette nomination de Pascal Nyamoulinda? Le tripatouillage, par exemple, de l'état civil, du registre? Oui, c'est ça. On ne peut pas retrouver le contraire. C'est manipuler la liste. C'est manipuler la liste. Et ajouter d'autres mots, bien. Vous savez, et quand on a parlé de qu'on appelle les puis Baclé, vous savez ce que ça a donné à l'élection, vous savez ce que ça a donné par la suite. Et on sait quelle utilisation on en a fait, on sait quel résultat ça a donné. Et vous vous souvenez que c'est ça qui a fait le chaos de Boliani. Et les Béninois ont dit attention, on a manipulé la liste et c'est la même chose qui va se dessiner. Donc je voudrais que les hommes politiques, c'est pas le combat des journalistes. Les journalistes font les analyses et préviennent, mais ils reviennent aux hommes politiques. De toute tendance, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, ils disent attention, parce que si on n'a pas la possibilité de rappeler un septennat, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de faire un 3e mandat, on a la possibilité de proposer un dauphin, on a la possibilité que ce dauphin la passe, parce que tous les dauphins qui ont été proposés par les chefs d'État ont raté. Donc il faut que les hommes politiques, sinon, état civil. Si on avait dit, quand on a mis Jacques Paradis à la Hasbro, parce que le tollé a été si fort. Non, parce que c'est au courant, on ne peut pas manipuler. Mais ici, c'est ce qui nous concerne, vous et moi, c'est notre vie privée. Et vous savez très bien que cette liste-là est utilisée à d'autres fins. Et c'est de là qu'on va extraire l'élément fondamental qui est la liste électorale.
Ça, c'est une évidence. Les gens le pensent. Des hommes politiques le pensent, mais ils n'ont pas le courage de le dénoncer parce qu'ils sont de la mouvance. Peut-être qu'on peut espérer cette réaction-là du Parti des démocrates, par exemple. Je crois qu'ils vont forcément envoyer une question orale ou écrite au gouvernement sur cette question. Oui, suivi le débat, on l'espère vivement parce que ça ne rassure aucun Béninois. En tout cas, moi j'ai discuté avec beaucoup de personnes, même des gens qui sont de la mouvance, ils disent ah, ça là, c'est pas clair, c'est à tirer le frein. Comme on aime le dire, à tirer le frein. Donc, il faut que le chef d'État puisse rassurer s'il n'y a pas d'intention, mais moi je fais partie de ceux qui croient qu'il y a des intentions, puisse rassurer les Béninois parce que nos données personnelles sont là-bas et puis on a le droit de demander la sécurisation de nos données personnelles. Et l'autre aspect que j'ai abordé, mais aujourd'hui, bon, on n'a aucun problème avec le Rwanda. Mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Il peut arriver que dans peut-être des années, on peut avoir des problèmes avec le Rwanda. Je dis, quand il y a des problèmes, c'est qu'il peut arriver un conflit. Il peut arriver un malentendu. Mais voilà qu'ils sont déjà venus ici, ils ont tout le donné sur s'ils veulent défendre leur pays, ils vont donner toutes les données à leur pays, on sera plus vulnérable. Il faut penser à toutes ces choses-là. Il y a des domaines où on ne peut pas confier à des étrangers. C'est comme si vous, c'est comme l'armée aussi, par exemple, vous confiez votre armée à des étrangers, par exemple. Et peut-être le jour où votre pays aura un conflit avec son pays, c'est difficile pour lui de ne pas défendre son pays. On peut se lever un matin et mettre à la tête de la DSLD, n'est-ce pas très? Le service de renseignement. Vous savez ce que c'est que le renseignement? On met à la tête de notre service de renseignement un expatrié. C'est dangereux pour nous. On met à la tête de l'armée un expatrié. À la tête de la police républicaine, un expatrié. On met à la tête de notre système de santé. On met à la tête de notre éducation, système éducatif, un expatrié. C'est pas bon pour nous. Quel intérêt l'expatrié a à ce que notre système éducatif... Mais est-ce que c'est pas le moment de s'interroger sur les réels mobiles qui poussent à ces appels à répétition des compétences extérieures? Parce qu'on a noté ça depuis 2016 à l'arrivée de Patrice Talon. Vous savez, le Béninois a un problème, je vous dis. Si je suis à un peu de responsabilité et que mon patron me demande l'impossible, dès que je rentre chez moi, je discute avec ma femme. C'est clair. Je dis, ah, ce matin, quand j'étais au boulot, voilà ce qu'on m'a demandé. Sa femme m'a dit, tu as fait ça? Et le Bénin, l'expatrié va s'ouvrir à qui? Il est sous contrat. Et le contrat l'oblige. C'est l'omerta. C'est l'omerta. Parce qu'il a un bon salaire, il est bien logé, c'est l'omerta. Mais le Béninois, il a peine de ça. Oui, lui, il n'a pas votre sang. Il n'a pas le souci. Il n'a pas le souci. C'est ça. Dès qu'on te demande de faire quelque chose qui raconte pas que tu as certainement un ami, un confident, tu l'appelles, tu dis, viens me voir, et tu lui poses le problème. Et il peut avoir fuite. On dit, ah, il y a un coup qui se prépare. Mais avec lui, c'est pas évident. Donc, je dis, quel intérêt a-t-on à mettre à la tête d'un certain nombre de structures stratégiques des expatriés? Les Béninois ne peuvent-ils pas faire le travail? Ou bien les Béninois ne sont-ils pas facilement manipulables? C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, tout le monde s'inquiète. Quand on avait nommé au port qu'il est parti, quand les gens demandaient pourquoi il est parti, sans réponse. Jacques Paradis est parti sans réponse. Mais là, actuellement, on a vu que le pays est général. Même ceux qui... Jacques Paradis est parti, mais je crois qu'il y a un certain Francis Perani sont... C'est pas dans le problème. Il est parti pourquoi? On ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit. Celui qui est au port, quand il est parti, on ne l'a jamais dit. Il faut qu'on... On doit nous rendre compte quand on fait venir des expatriés qui sont payés avec l'argent du contribuable béninois, qu'on débarque le matin. Il faut qu'on nous dise pourquoi on a débarqué. Pourquoi on nous dise au moins? Parce que Cyril, vous dit qu'est-ce qu'on nous reproche? Qu'est-ce qu'on nous reproche? On l'a promis, on peut vous enlever de la route pour mouvoir, parce que là, ce qu'on veut faire là, on va faire le job. C'est ça, donc tous les Béninois. Peut-être que ce dernier a été jugé incapable de poursuivre la dynamique dans laquelle le président voudrait que la lutte s'inscrive. Il faut que adresse des questions orales au gouvernement. Il faut que les partis politiques qui ont perçu de l'argent et contribué pour enlever la vie politique se prononcent par rapport à ça. Parce que il y a des gens qui doivent parler. On ne laisse pas seulement les journalistes, les web activistes parler, mais les hommes politiques. Parce que là, nous sommes dans... On a dit état civil, c'est dangereux, l'état civil. On a obligé tous les Béninois à s'enrôler. Et quand on tape votre nom, on est capable de savoir combien de maisons vous avez à Cotonou, tout ça là. Et puis, combien d'enfants vous avez, combien de femmes vous avez. Oui, on ne peut pas laisser cela entre les mains
logiquement d'un expatrié. C'est notre vie privée, c'est le jardin secret des Béninois. L'autre fait qui suscite la curiosité également des Béninois, c'est que cette nomination intervient juste après l'installation d'une nouvelle mandature à l'Assemblée nationale. Mais oui, vous savez c'est ça. L'Assemblée nationale qui est là, c'est va jouer plus un rôle politique. Il faut voir les tests, parce que c'est eux qui vont peut-être légiférer sur les élections générales de 2026 et qui parle d'élections, parle de code électoral, parle de lois électorales, parle de listes électorales, parle de beaucoup de choses. Et déjà, moi j'ai dit à DC plateau que l'Assemblée qui est là, c'est pour 2026. Et quand l'élément final, quelles que soient les lois que vous aurez votées, l'élément final, c'est la liste électorale. Sans liste électorale, il n'y a pas d'élection. Et voilà que la liste électorale se retrouve entre les mains d'un expatrié. Pourquoi c'est comme ça? Il faut que le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, on nous explique pourquoi les Béninois ne sont pas contre les expatriés. Non, il s'en faut. Mais les Béninois disent, vous pouvez nommer des expatriés à des postes donnés. Mais il y a des postes stratégiques où vous ne pouvez pas nommer des expatriés. C'est pas possible. À NIP, non, c'est propre à nous, c'est propre à nous. C'est comme si vous êtes chez vous, vous êtes Béninois, vous demandez à un expatrié de venir vous faire la cuisine. Il va vous faire quelque part, quel Béninois. Il ne peut pas réussir les Béninois. Il vous fera les repas de chez lui, il fera la promotion. Et vous voyez, quand on dit Rwanda dans la tête des Béninois, ça fait tic. Ça fait tic, il faut penser à demain. On peut être aujourd'hui en bon thème avec le Rwanda, c'est ce qu'on souhaite. Mais il peut arriver qu'il y ait un clash entre les deux États. Et voilà que déjà, un des fils du Rwanda a mis notre fichier. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ne donne pas maintenant la possibilité au Rwanda d'espionner tous les Béninois? Vous savez que de l'extérieur, on peut nous espionner. On a peu de vie privée. J'ai envie de demander à Marcel Zoubenou, qu'est-ce qui justifie ce tic dont parle Alphonse Boïsoulé? Pourquoi a-t-on peur si tant du Rwanda? Non, simplement parce que c'est un pays qui a connu un génocide il y a quelques années en arrière. Et après le génocide, quelqu'un s'est installé à la tête de ce pays. Il s'est révélé au monde entier comme l'un des plus grands dictateurs du monde. Ça, il faut avoir le courage de dire, moi je ne sais pas dire autre chose que ce que je pense. Kagame aujourd'hui dans la tête des Béninois de beaucoup de gens, c'est un grand dictateur. On met devant sa réussite économique, il a développé le pays, mais ça ne l'enlève de la tête de personne que Kagame c'est un grand dictateur. C'est le seul pays en Afrique où il n'y a presque pas de l'opposition au Parlement. Et donc tout ce que s'est passé dans notre pays en 2019, c'était d'inspiration rwandaise. Ça, il faut avoir le courage. C'est justement après les critiques qu'il y a eu deux députés de l'opposition au Parlement rwandais. Tous les candidats de l'opposition qui ont voulu être candidats systématiquement au Rwanda sont retrouvés soit en prison ou d'autres ont été tués dans les pays extérieurs. C'est une dictature féroce. Et quand on a un président élu dans un pays de paix, un pays comme le nôtre, qui n'a de modèle que celui-là, qui s'inspire des choses là-bas, ça doit nous faire peur. À aucun moment il a dit. Ça relève. J'ai entendu plusieurs fois le ministre des Affaires étrangères dire combien de fois le modèle rwandais, la réussite économique, était là qu'il fallait prendre des exemples de là-bas. C'est vrai que Kigali est une ville très propre. Ça, c'est vrai que le pays fait un effort pour se moderniser, pour avoir une économie compétitive. Mais on ne peut pas mettre ça devant et ne pas regarder l'autre côté du jardin. La violation des droits de l'homme, c'est un pays dans lequel il n'y a presque pas d'opposition politique. Et donc c'est ça qui fait que quand on parle du Rwanda, ça fait tic dans les têtes. Ce n'est pas pour nous. Ça passe comme une voilà, c'est pas pour nous un exemple. Et puis Kagame est là, personne ne sait quand est-ce qu'il va quitter le pouvoir. Il n'y a même pas garçon qui peut demander à Kagame quand est-ce que tu veux quitter le pouvoir. Mais est-ce que c'est ça le modèle? C'est ça la question que beaucoup de gens se posent. Si le modèle est rwandais, ça pose un problème pour des Béninois qui ont déjà fait 30 ans dans la démocratie avant l'arrivée du président Patrick Talon. C'est ça le tic de Béninois aujourd'hui. Si vous étiez donné de faire une recommandation au gouvernement du président Patrick Talon. Bon, malheureusement, je ne suis pas un poste où je ne suis pas quelqu'un où je peux faire des recommandations. Mais moi, je vais, si j'ai une recommandation à faire, c'est de faire en sorte que les postes de responsabilité qui ont trait à des
faits de souveraineté puissent être conservés par les nationaux, les cadres béninois. Et si on cherche, on va en trouver les cadres. Gestion de fichiers, le fichier informatique ou le fichier électoral, on a des gens ici qui peuvent bien le faire, très bien même. Et en dehors de ça, faire en sorte que les cadres béninois puissent être dans un environnement où ils puissent donner le maximum de monde. Parce que le problème, c'est quoi? Si aujourd'hui les cadres béninois arrivent à un niveau où tous se méfient de travailler avec le gouvernement, parce qu'ils soit ils ne sont pas assurés pour bonnes choses, on peut nous jeter en prison, ou peut-être on amène des étrangers. C'est pas beaucoup le pays, beaucoup sont en train de partir, les jeunes qui finissent, c'est pas pour rien que le ministre de la Santé, la dernière fois, a été obligé d'appeler les jeunes médecins pour leur demander pardon de rester. Parce qu'ils sont en train de partir en vague au Burkina, au Togo, en France, ainsi de suite. C'est eux qui règlent les problèmes de santé dans ces pays. Alors qu'aujourd'hui au Bénin, nous savons que tous, quand nous avons des problèmes de santé, quand vous allez dans un hôpital, par exemple, vous voulez voir un spécialiste donné dans un domaine, vous pouvez vous donner un rendez-vous de 3 mois. Moi, j'ai vécu, moi qui suis ici, je peux prendre l'exemple où je suis allé au CNHI pour me faire consulter par un spécialiste, et on m'a donné un rendez-vous 3 mois après. Donc, si en 3 mois, le mal pouvait me tuer, j'allais mourir. Et donc, c'est parce que les médecins sont beaucoup plus en France. Les médecins béninois sont beaucoup plus en France, au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Au Sénégal, dans les autres pays. Alphonse Moïse Soudé, comment limiter la casse? Non, écoutez, on n'a pas besoin forcément que les bonnes compétences soient du bon port politique. Quand vous regardez bien dans la nation, les compétences ne font pas de la politique. Ils sont des cadres techniques. Ils sont là pour travailler, prendre le salaire et faire évoluer le pays. Donc, je voudrais que l'on puisse exploiter ces compétences-là. On ne peut pas demander à tout le monde de faire un choix politique, ce n'est pas possible. Mais on peut demander à tout le monde de se mettre au service de son pays. Et je dis, faisons attention. Je dis, je répète, on a rien contre les cadres expatriés, mais nous disons qu'il y a des secteurs stratégiques de la République, notamment la gestion du fichier informatique de la douane, la gestion de l'état civil béninois. Ce n'est pas des postes à confier à des expatriés, c'est notre vie privée. On peut confier la SB2E à qui on veut, c'est bon, mais ce qui relève de la souveraineté de l'État, je veux parler de la sécurité, je veux parler de l'éducation, je veux parler de l'enseignement. On ne peut pas les confier à des expatriés. Il va falloir que autour du chef de l'État, que les gens arrivent quand même. Il n'est pas peur de perdre leur poste pour ne pas dire ce qui est vrai. Parce que quand ils sortent, ils parlent. Et à cette allure-là, nous avons pas beaucoup de compétences. Les gens vont s'installer dans les pays francophones, même pays anglophones, parce qu'ils sont recherchés. Vous allez dans certains pays, quand vous dites que vous êtes béninois, attention. Moi, j'ai fait l'expérience au Sénégal. Quand tu dis que tu es béninois, c'est le maximum de respect, parce qu'on sait que c'est des gens qui, quand ils s'engagent, ils le font très bien. Mais ne craignons pas le désert de compétences, parce qu'il n'y a pas de désert de compétences. On veut le créer en obligeant les cadres béninois à aller travailler à l'extérieur. Et à cette allure-là, nos jeunes frères qui vont étudier aussi à l'extérieur vont refuser de venir au Bénin. Il va arriver un moment au Bénin, parce qu'aujourd'hui les gens vous diront, mais écoutez, les affaires ça marche. Mais on a aussi besoin des cadres. Il ne faut pas qu'on décourage. Je vais dire, mais tu as beau étudier, tu as tout fait, mais qu'est-ce que demain on va te promouvoir si tu ne vas pas entrer dans la politique? Parce qu'on voit que ceux qui sont dans la politique, pour les enfants, ça passe très vite aujourd'hui. Je voudrais que le chef de l'État, désormais, arrive à composer avec tous les Béninois. Que vous soyez de son bord politique, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez apolitique, vous avez des compétences à mettre au service de votre État. Ça, c'est nous. Ailleurs, ça se fait. Hein. On prend les gens, on partit votre bord politique, mais si vous avez l'expertise dont a besoin votre État, on vous fait appel, on met à votre disposition. Regardez, pendant longtemps, au niveau de l'équipe nationale de football, on a constaté que quand on met des nationaux, ça prend. Mais quand on prend un entraîneur béninois, on peut faire lui payer 500 000, mais quand on fait venir un blanco, vous voyez comment ce qu'on lui paye par mois.
Et pourtant, du point de vue, quand on doit évaluer le travail, on va faire le Béninois pour faire le travail si on leur donne les moyens. Si on n'a pas des compétences. J'ai envie de vous contredire là-dessus. Depuis bien longtemps, c'est seulement Michel Dussuyer qui a pu qualifier le Bénin. Je vais vous dire en quart de finale. Est-ce qu'on met tous les Béninois là? On leur donne non, Paul, quand on met les Béninois là, est-ce qu'on leur donne les moyens de travailler? Disons-nous la vérité, est-ce qu'on leur laisse la main libre de travailler? Disons-nous la vérité, est-ce que la Fédération béninoise de football n'a pas eu les options sur l'équipe nationale? Quand on casse à un Béninois, quand vous refusez de vous laisser manipuler, on connaît la suite. Donc je dis, faisons-nous confiance. Alors, vous débarquez et on fait appel à une compétence extérieure. Et puis c'est possible parce que lui, il est lié par un contrat. Et il prend connaissance du contrat le jour où il enfreint à une seule clause du contrat, on le remercie. C'est comme ça. Donc, il faudrait qu'on fasse un peu confiance au Béninois. Personne d'autre ne viendra développer notre pays si ce n'est pas nous. Même l'expatrié qui vient, il va se baser sur des Béninois. Et si les Béninois ont envie de lui glisser des pots de banane, il lui fera ça tranquillement. Il va échouer. C'est nous qui avons perdu des millions. Parce qu'il ne maîtrise pas l'environnement dans lequel il est. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Alphonse Moïse Soudé, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir participé à ce plateau. Il y a longtemps que nous vous avons vu par ici. Oui, j'ai décidé entre-temps de me retirer des plateaux de télévision pour ma propre sécurité. Marcel Zoumerou, directeur de publication de la Nouvelle Tribune, merci pour votre disponibilité sur le News. Merci beaucoup. Amis internautes, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour notre numéro de Carré Politique.